Nous allons nous assurer que la personne choisie soit la bonne personne, non seulement pour évaluer le travail qui est en train de faire et qui doit encore être fait, mais aussi pour donner confiance aux Canadiens que ça va être fait de façon indépendante et rigoureuse. Justin Trudeau qui explique sa vision de ce rapporteur spécial qu'il envisage comme solution à la crise sur l'ingérence étrangère qui secoue son gouvernement depuis plusieurs jours déjà. C'est un scénario qui n'a rien fait pour calmer les ardeurs de l'opposition la semaine dernière, qui réclame à l'unisson la tenue d'une enquête publique. Le gouvernement sera-t-il forcé de bouger? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est chroniqueur politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bon, Chantal, on ne vous a pas vu depuis 2 semaines. Je vais commencer avec vous. Le rapporteur spécial, c'était la bonne façon de faire pour M. Trudeau pour éviter l'enquête publique? Ça aurait été probablement la bonne façon de faire à 2 égards, c'est-à-dire si on l'avait annoncé il y a 10 jours et pas en mode rattrapage lundi, ou si encore on l'avait annoncé lundi avec un nom pour aller avec le poste. Ça va être dur de trouver un nom, là, hein? Bien, d'une part, c'est beaucoup plus difficile de détruire un nom que de détruire un concept flou dont on ne sait pas trop s'il a été mis de l'avant pour acheter du temps. Deuxièmement, en n'annonçant pas de nom et en laissant passer 4 ou 5 jours, d'abord, ça laisse penser que peut-être que c'est pas si facile que ça de trouver quelqu'un qui veut faire ce travail-là, mais ça porte à croire aussi que beaucoup de gens qui pourraient probablement être approchés regardent tout ça et se disent pas nécessairement intéressé, moi, à aller sacrifier une partie de ma crédibilité professionnelle et personnelle sur ce qui ressemble à une cause un peu désespérée. Michel? Chantal a dit gagner du temps, c'est le net motif de la semaine. La nomination du rapporteur, d'autant qu'on n'avait pas de nom, c'est une façon de gagner du temps. Quand on ne dit pas ça sera qui, on gagne encore quelques jours. Et toutes les réponses de M. Trudeau cette semaine étaient à côté de la question qu'on lui posait. Tout ce que le gouvernement a fait visait à gagner du temps. Le problème avec ça, évidemment, c'est que quand on a déjà un déficit de crédibilité sur cette question-là, puis il y a plein de sondages qui l'ont montré, quand on ne répond pas aux questions, quand on a l'air de gagner du temps, comme vendredi, monsieur le ministre qui dit « Ah, ben là, on va faire une consultation pour savoir si on devrait avoir un registre. » Un registre, il y en a dans plusieurs pays, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis. Et il suffit de vouloir le faire. Là, on va faire une consultation, donc ça va prendre une couple de mois. Alors, quand toutes ces choses-là, pour gagner du temps, se font, c'est la crédibilité du gouvernement qui en prend pour soi-même. Ouais. Alec, on a l'impression, effectivement, moi aussi j'ai sourcillé aux consultations de M. Mendicino vendredi matin. Est-ce que le gouvernement a l'impression qu'il faut acheter du temps parce que ça va s'estomper, ça va se calmer? Comment vous comprenez ça, cette façon de faire? Oui, probablement qu'on se dit que la relâche s'en vient à Ottawa, les députés ne seront plus au Parlement, la pression va baisser un peu. Ensuite, on a la visite de Joe Biden, le président américain, le budget fédéral à la fin du mois de mars. Ça recommence seulement ensuite mi-avril. On se dit, bon, l'opposition va devoir se calmer un peu. On a un mois devant nous. C'est une façon qui fait abstraction de ce qu'il ne contrôle pas, le gouvernement. Ça, c'est la partie qu'il contrôle. Évidemment qu'il y a une partie qu'il ne contrôle pas, c'est les révélations des médias, du Globe and Mail, de Global, d'autres médias. Il y a clairement à l'intérieur des agences de sécurité des gens qui estiment que le gouvernement ne prend pas cette situation-là suffisamment au sérieux depuis trop longtemps. Eux vont-ils jouer l'horloge de la même manière que le gouvernement souhaite qu'on le joue? Il y a beaucoup de questions là-dedans que le gouvernement n'a pas vraiment de réponse. Alors, est-ce que c'est intelligent ou non? Je pense qu'on aurait dû prendre les devants, de nommer le nom du rapporteur général plus rapidement. Chantal disait, écoutez, on est rendu 4, 5, 6, 7 jours plus tard, on n'a pas de nom. C'est particulièrement bizarre. Non pas sur l'idée du rapporteur spécial. C'est vrai que c'est compliqué une enquête publique quand il y a question de sécurité nationale. Ça prendrait des paramètres particuliers. Est-ce qu'on peut faire autrement? L'idée d'avoir quelqu'un qui se penche là-dessus n'est pas mauvaise, mais le fait de ne pas avoir de nom, ça sentait l'improvisation, la précipitation. On s'est dit, bon, ben, le contrat n'est pas signé, il reste à signer quelque chose. On va le savoir demain ou après-demain. Là, on est rendu une semaine plus tard, toujours personne. Ça ne regarde pas bien pour le gouvernement. Chantal? Oui, 2 choses. Cela dit, on peut présumer que le SCRS, la GRC, qui sont mandatés pour ça, le comité de parlementaires sur la sécurité nationale, sont capables de faire leur travail
aussi bien qu'une soi-disant enquête publique. La vraie question, celle à laquelle il serait simple, finalement, de répondre, c'est une question de reddition de comptes politique de la part du premier ministre Trudeau lui-même. Qu'est-ce qu'il savait, quand est-ce qu'il le savait et qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Ça n'a pas besoin d'être un secret d'État. Et ça peut se faire dans un endroit qui s'appelle un comité parlementaire. Si on n'aime pas ça, mon collègue Peter Mansbridge, à la semi-retraite, disait, s'il n'aime pas ça, il peut donner une longue entrevue et s'expliquer et répondre aux questions. Mais j'ai l'impression, moi, et là je vous dis ça au pif, que le gouvernement a décidé de faire cette bataille-là justement sur le terrain dont parle Alex. C'est-à-dire que depuis 2 jours, 3 jours, on commence à avoir des fuites dans les médias qui vont dans un autre sens. L'histoire du visa diplomatique qu'on aurait refusé à un diplomate chinois. L'ouverture soudaine, avez-vous déjà vu la GRC aussi prête à donner des entrevues sur des enquêtes en cours? Moi, j'ai rarement vu ça dans ma vie de journaliste. Je suis pas un journaliste d'enquête, mais c'est quand même particulier. Souvent, la GRC veut même pas confirmer qu'elle fait une enquête. Et là, depuis 3 jours, la GRC multiplie les entrevues et les appels à tous pour parler de ces enquêtes. Et la plus récente fuite, entre guillemets, qui dit, vous savez, il y a 3 sources, ça c'est Global qui sort ça, qui confirment que l'intermédiaire qui aurait transmis de l'argent du régime chinois pour faire de l'ingérence électorale en 2019 et qui est un élu ontarien, ben c'est un progressiste conservateur. Alors, écoutez, je suis pas conspirationniste, mais il me semble que la main invisible derrière ces sources et ces fuites-là me semble plus libérale que conservatrice. Bon, sans être conspirationniste. Michel, justement, parlons-en des conservateurs. Est-ce que c'était une bonne semaine pour M. Poilievre? Est-ce qu'il en a retiré quelque chose de positif? Si ce que Chantal mentionnait est exact, je ne doute pas que ce le soit, M. Poilievre se retrouve à la fin de la semaine avec de gros problèmes, là, parce que c'est beau attaquer le gouvernement. Et on l'a même vu pour une rare fois être très sérieux et être très efficace en période des questions. Et tout ça, ça donne rien si à la fin, l'intermédiaire est un conservateur ontarien. Alors ça, même si c'est dans le parti provincial et que techniquement, c'est pas, il n'a pas de relation d'autorité sur ces gens-là, mais M. Poilievre se retrouve dans la situation là, d'avoir crié au loup alors qu'il n'a pas regardé ce qui se passait dans sa maison. Alors, il a démontré qu'il était capable, dans une période des questions, d'être efficace. Ça, c'est déjà un bon point pour lui, mais ça ne met pas des points au tableau, ça. Un mot, je vais commencer avec vous, Alex, sur l'impact que ça a, tout ça, sur l'exercice démocratique, la confiance des Canadiens. On a entendu des inquiétudes par rapport à ça cette semaine. Est-ce qu'elles sont justifiées, d'après vous? Je regardais le plus récent sondage vendredi à Bacchus Data qui posait des questions assez précises sur cette controverse-là autour de l'ingérence chinoise. Ce qu'on constate, c'est que, mis à part là, la base très, très, très dure du Parti conservateur, qui déteste Justin Trudeau à la base et qui, elle, croit que les élections de 2019 ou de 2020 ont été entachées, que les irrégularités ont peut-être été suffisantes pour en changer le résultat. Le Canadien moyen, là, celui qui n'est pas là, la base partisane de Pierre Poilievre, n'en est pas là actuellement. Mais il y a une inquiétude, on le voit. La majorité des Canadiens voudraient une enquête publique. Il y a quand même un bon tiers des Canadiens qui suit d'assez près cette histoire-là. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup pour une controverse. Là, un tiers des Canadiens qui suivent une histoire d'assez près. Alors, il y a une inquiétude, il y a un potentiel de danger là pour Justin Trudeau et il l'a senti lundi quand il a annoncé toutes ces mesures, même si la moitié avait de l'air mi-cuite, là. C'est parce qu'il voit bien là, qu'il y a une inquiétude. Mais on n'est pas rendu au moment où les gens doutent de leur processus électoral, de la santé démocratique du pays. On n'en est pas encore là, mis à part chez une base très précise du Parti conservateur. Mais c'est sûr que si ça s'étire dans le temps, là, le danger va prendre de l'ampleur. Michel, Chantal d'abord, Michel ensuite. Juste au sujet de la fraction dont Alec parle, il a complètement raison. Ce sont des purs et durs, mais ce sont également des chiffres qui correspondent à peu près au nombre de conservateurs canadiens qui croient que l'élection américaine a été volée et que Donald Trump l'a gagnée. Et c'est la moitié de la proportion de conservateurs canadiens qui croient que la lutte au changement climatique n'est pas une priorité. Alors, il faut les remettre aussi dans leur case, qui est une case relativement marginale dans la vraie vie. Michel, rapidement. Chantal a raison là-dessus. Mais cette minorité-là, elle existe, mais elle est toute au Parti conservateur. Alors, pas étonnant qu'ils aient de l'influence là, mais à la fin, oui, ça va jouer sur la crédibilité du système électoral.
parce que l'ingérence étrangère, que ça vienne de la Chine ou d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Et que le fait que le gouvernement n'a pas eu l'air de prendre ça au sérieux avant un grand bout, a pris beaucoup son temps à reconnaître le sérieux de ça, joue aussi, là, pas juste sur la crédibilité du système électoral, mais sur la crédibilité du gouvernement. Ah, effectivement. Bon, à suivre, comme on dit. Maintenant, au Québec, cette semaine, on a eu droit à des scènes qui ressemblaient à ce qu'on avait vu le printemps dernier devant les bureaux de passeports fédéraux. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault est revenue en catastrophe pour reprendre le contrôle de la chose. On va l'entendre, puis ensuite, Michel, je commence avec vous. Moi, je me considère très imputable. Vous voyez, normalement, c'est la direction de la SAC qui serait devant vous puis qui s'expliquerait, mais c'est moi depuis une semaine. Et je vais continuer de le faire tant et aussi longtemps que ça va être nécessaire parce que je veux que cette situation-là se redresse. Ce que je dis, c'est pas qu'il y a personne d'imputable et tout ça, puis en temps et lieu, on fera les analyses puis on verra qui a fait quoi et qui devrait peut-être pas faire quoi la prochaine fois. Bon, Michel, Mme Guilbeault parle d'imputabilité. C'est elle qui est au micro. C'est quand même le ministre Kerr, non, qui s'occupe de ça normalement. Qu'est-ce que vous comprenez de l'implication de Mme Guilbeault là-dedans? Deux choses. D'abord, elle est peut-être revenue parce que M. Kerr s'est pas montré. Ça fait peut-être partie du dossier. D'autre part, je ne peux pas y voir autrement que le début de la campagne à la direction de la CAQ de Mme Guilbeault, au cas où M. Legault déciderait de ne pas faire un troisième mandat, ce qui est bien possible. Déjà, là, elle arrive, elle dit, moi, je prends le contrôle de ça. C'est pas moi qui ai fait l'erreur, mais je prends le contrôle et je prends la responsabilité. Toujours bon pour un politicien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que M. Kerr, lui, est allé se cacher, littéralement. Son mandat, le mandat de son ministère, parce qu'il en est un maintenant, c'est d'aider les ministères et les sociétés d'État. Puis là, il dit non, ça, c'est la SAC, moi, j'ai rien à faire avec ça. Non, il avait affaire avec ça. M. Kerr a quand même pas un énorme ministère et de grosses responsabilités, fait qu'il fallait qu'il soit là. Lui, il a eu un gros problème cette semaine, et je suis certain que son patron a pris énormément de notes, son patron étant M. Legault. Oui, il y a plein de monde qui ont pris les notes cette semaine en le regardant Oh, en presse quand il tentait d'expliquer ces choses. Alec, là-dessus, qu'est-ce que vous comprenez de ce qui s'est passé cette semaine? Ben d'abord, François Legault a été invisible cette semaine. Il était en congé et il doit une fière chandelle à Geneviève Guilbeault pour ne pas avoir eu besoin de sortir de sa semaine de congé parce qu'elle est revenue en urgence d'Europe pour gérer cette crise-là. La SAC, ça tombe sous la responsabilité de son ministère, même si c'est les affaires informatiques, c'est Éric Kerr. Donc, elle a pris ses responsabilités et elle a été très efficace. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Mais on a l'impression qu'il y a au moins quelqu'un qui s'en préoccupe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à temps qu'elle revienne d'Europe. On ne peut pas dire qu'effectivement, Éric Kerr, lui, a marqué beaucoup de points auprès du bureau du premier ministre. Mettons que de dire, vous savez, c'est pas ma responsabilité, je m'en occupais pas, puis après moi, le déluge, c'était peut-être pas la sortie la mieux calibrée qu'on ait entendue. Mettons que ça prenait un peu plus d'humilité, ce dont Geneviève Guilbeault a été capable de faire preuve. Et quand je vous avais entendu l'extrait, Geneviève Guilbeault a dit « Ça devrait être la SAC qui est devant vous, mais c'est moi. » Ben, c'est parce que la SAC n'est pas capable non seulement de faire le travail informatique, mais elle n'est pas capable de faire le travail de communication non plus. Ça a été un désastre, les premières sorties de Denis Marcellet, le PDG de la SAC, quand il disait grosso modo. Ben, c'est de la faute aux gens. Ils sont revenus en plus grand nombre en succursale. Il y avait juste à faire ça en ligne. Puis, vous savez, ça ne sera pas réglé avant la fin du mois d'avril. Ça, c'est dans 2 mois. Mettons qu'en termes de communication, c'était pas particulièrement gagnant. On a entendu ça, les lumières rouges ont allumé au bureau de Geneviève Guilbeault, puis on a dit, bon, on va être obligé de s'en occuper. Lui aussi a perdu pas mal de points cette semaine auprès de ses patrons. Donc, sans dire que c'est réglé, au moins, il y a l'air d'avoir un capitaine quelque part. C'est déjà la moindre des choses, parce que dans la première semaine, là, il y a 10 jours, on n'avait pas l'impression que personne s'en préoccupait. Chantal, vous avez le mot de la fin là-dessus. Ouais, ça ne vous rappelle pas des souvenirs, cette explication que c'est la faute des gens quand on disait ça va mal dans les aéroports parce que les voyageurs ont oublié. Il y a trop de monde. Sortir des liquides de leur valise. Oui, c'est ça. Être un bon politicien, c'est aussi, dans ce cas-ci, rendre un bon service à son gouvernement et concilier les deux, d'une part. D'autre part, c'est faire preuve de bons réflexes. Puis on passe assez de temps à critiquer les politiciens qui n'ont pas de réflexes. On pourrait en nommer un aujourd'hui, on l'a nommé, je pense, effectivement, François Legault, lui, en doit une, mais il y a un mal pour un bien pour le gouvernement dans l'expérience de cette semaine. Avant de s'embarquer en santé dans le genre d'opération qu'on vient de voir, il va falloir y penser 2 fois plutôt qu'une, parce qu'on ne peut pas se permettre un cafouillis de cette ampleur-là sur ce front-là.
Excellente façon de conclure, effectivement, parce que la transition numérique en santé, ça s'en vient. On n'est pas là encore, mais j'espère qu'on prend des notes là-bas. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.